coloniale, et le Contaminant en fait a repris ses travaux et l'a vulgarisé au niveau universitaire, académique, puisque lui il est docteur. Donc, écologie décoloniale, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans l'écologie la dimension décoloniale. Soupa en a bien en parlé, c'est le fait qu'on subit effectivement beaucoup de solutions qui viennent de l'extérieur, mais nous on a vécu quelque chose que les autres n'ont pas vécu. C'est justement la colonisation, l'esclavage. Donc, l'idée c'est de mêler justement l'écologie aux luttes décoloniales. C'est-à-dire de ne pas oublier que quand on fait de l'écologie, il y a l'humain qui est au centre. S'il y a l'humain qui est au centre, il faut déconstruire tout ce qui a amené justement à coloniser l'être humain, c'est-à-dire l'esclavage, et maintenant à coloniser la nature. C'est ça en fait le principe de l'écologie décoloniale, tel que c'est développé. Donc je vous invite justement à lire pour l'écologie décoloniale de Contaminant et l'écologie de la façon vivante de Garcin Malsa. Donc, l'écologie, on va prendre un exemple. On va justement le véhicule électrique. On va en parler après, mais quand on parle de transition écologique, qu'est-ce qu'elle propose, les solutions qui sont proposées en général sur la transition écologique pour qu'il n'y ait plus de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui est proposé? Oui. D'accord. Alors, la sobriété. Transport. Comment? Transport. Transport. D'accord. Effectivement. On a dit. L'électricité solaire, effectivement. Quoi d'autre? Quelles sont les bonnes solutions? L'énergie solaire, elle a dit. D'accord, l'énergie solaire. La gestion des déchets, effectivement. La biomasse. Très bien. Donc, je vais vous parler d'un programme qui a été lancé par les Allemands. Les Allemands ont un grand programme de transition écologique où ils vont utiliser, ils vont justement vulgariser tout ce qui concerne notamment les véhicules électriques et du coup sa transition écologique est basée sur le fait qu'ils vont du coup utiliser des minéraux. Quel est le problème d'utiliser des minéraux pour faire cette transition écologique? L'extraction, oui. Pollution. Pollution, L'épuisement du sol. L'épuisement du sol. D'accord. Donc, les projections des Allemands voudraient qu'on utilise justement, qu'on fasse de l'extraction minérale et avec des objectifs qui seraient sur une croissance de 4 à 5% d'extraction en plus sur certains minéraux. Sachant que pour d'autres minéraux, on est à 20% d'objectifs annuels de rendement par rapport à l'extraction minière. Sauf que les stations minières, son grand problème, justement, ce sont ce qu'on appelle les externalités. C'est-à-dire les problèmes que ça pose dans les localités, dans les villages justement où ils vont aller faire ces extractions. Il faut tout détruire. Il faut commencer en tout cas par en croiser. Ensuite, il faut aller construire, enfin, il faut ramener l'électricité, il faut ramener de l'eau, il faut ramener en fait de quoi vivre. Donc, on va ramener justement d'autres, en fait, on donne des solutions, mais avant de commencer ces solutions-là, il faut commencer par dépasser les populations, raser, construire de nouveaux villages, de nouvelles infrastructures, et ensuite, on utilise justement ces minéraux-là pour réaliser une transition écologique. Sauf que ce à quoi les Allemands ne pensent pas, c'est qui vit dans ces espaces-là, qu'est-ce qu'ils subissent au quotidien et quel est le rapport finalement qu'ils vont instaurer avec ces populations-là. Je vous donne un exemple par rapport à cette thématique-là. Est-ce que vous avez entendu parler du terrorisme au Nigeria? Au Niger. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Vaguement? Bon. Est-ce que vous vous rappelez du nom des terroristes? Enfin, quel type de terroriste qui agit au Nigeria? Est-ce que vous avez du nom? Ou alors, quelle idéologie qui suit ces terroristes-là? Al-Qaïda, exactement. Donc c'est ACMI, on lui donne plusieurs noms, ce sont des
djihadistes islamiques. Sauf qu'au Nigeria, en fait, ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des djihadistes islamiques. Ils faisaient des attentats envers les populations et ceux qui vivaient justement sur l'extraction du cobalt. Donc, ils attaquaient en fait les infrastructures de Total. Ce n'était pas une idéologie où ils voulaient amener l'islam en fait dans cette partie du Nigeria. Ils attaquaient les infrastructures de Total. Pourquoi? Parce que, ils ont dû effectivement dépasser ces populations et ils ont fait des offres mirobolantes. On vous dépasse, on va vous donner en fait 100 millions d'aides au développement pour que vous ayez des infrastructures, etc. Après 20 ans, ils n'ont rien vu de tout ça. Donc forcément, la population se pose des questions et elle subit les impacts écologiques, justement, de l'implantation de Total au Nigeria. Donc l'eau, parce que par exemple, ils ont toujours des pratiques où ils vont nettoyer leur linge dans la rivière. Sauf que quand ils vont dans la rivière, ils se rendent compte que la rivière est bleue. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'eau qui est bleue? Ça ne nettoie pas le linge, ce pourquoi on est venu. Deux, ça finit justement par nous atteindre à développer des maladies, etc. Donc en fait, le djihadisme dont il parlait, c'était des personnes vivant dans ces localités-là qui se sont rebellées contre les infrastructures de Total parce qu'ils se sont rendus compte que, on leur a fait des promesses que ça ne tient pas, et de deux, en fait, ils étaient en train de polluer toute cette zone-là. Une exploitation minière, quand on la commence, quand on l'exploite, ça prend 15 ans entre le début du projet et l'implantation, et pour l'instant en tout cas, ça laisse toujours une trace, c'est-à-dire que ça ne se résorbe quasiment jamais. Ça ne revient jamais à l'état dans lequel ils ont trouvé justement cette montagne ou autre chose. Ce qui se passe d'ailleurs en Guyane. Je parle du Nigeria, ça se passe aussi actuellement en Guyane. Donc en fait, par rapport à toutes les Allemands justement pensent cela, mais les Allemands sont toujours dans ce rapport colonial envers les populations. Ils ne pensent pas en fait que cette transition-là qu'ils vont entamer, ça va impacter les populations qui ont été déjà colonisées depuis des siècles et des siècles. On va continuer à coloniser, mais sans partir sur le racisme, et on va appeler ça de l'écologie. C'est un nouveau combat justement. Et il faut qu'on pense nous, et en tant que Caribéens et en tant que population qui vécu cette colonisation-là, il faut justement que nous soyons le moteur de l'écologie décoloniale, parce que c'est nous qui avons subi justement tous ces impacts-là. Et c'est nous qui savons que la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est le paradigme et sur le fait que toute vie, c'est en vie. Toute moon, c'est moon. Le vivant, c'est le vivant. On doit respecter d'abord le vivant. Donc, c'est ça en fait que la Côte-d'Ivoire ou Garcia Lassa détaille dans leurs travaux. Et c'est ce sur quoi il faut qu'on sensibilise la population, notamment ici, et justement à l'étranger aussi, pour faire comprendre que l'écologie ne doit pas se baser sur des principes coloniaux. Si on repart sur des principes qui nous ont ramenés justement à cette domination-là, à travers l'esclavage, etc., si on repart avec cette idéologie-là, on va faire encore de la colonisation, on va l'appeler l'écologie. Évidemment, il faut surtout que nous soyons acteurs, pas spectateurs, pas attendre que les grands ingénieurs allemands, français, etc. viennent nous donner des solutions parce qu'eux, ils vont rester dans ce paradis de colonisation. Parce qu'ils n'ont pas encore déconstruit, ils ne sont même pas encore dans le respect finalement de ce que nous avons vécu. D'ailleurs, c'est rare qu'ils s'excusent de ce qu'ils ont fait par rapport à l'esclavage. Encore il n'y a pas longtemps, Macron est allé en Afrique, il en a parlé. Il n'a jamais parlé d'excuses, de pardon. Il parle toujours du fait que maintenant, il faut que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes indépendant depuis 60 ans, il faut que vous sachiez justement organiser votre démocratie. Ça veut bien dire qu'il n'est pas du tout dans des rapports où il a conscience du mal qu'il a fait ou que son peuple a fait et qu'il veut le réparer. Donc maintenant, je voulais prendre des cas concrets de combats justement qui répondent à l'écologie décoloniale, de choses qui se passent actuellement en Antille. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez été au courant en tout cas d'une action qui s'est déroulée au niveau des salines, au niveau de la tête du Jal? Est-ce que vous savez en fait en quoi la Supama a agi à ce niveau-là? Exactement, donc il y a eu une action effectivement de replantation, donc on appelle ça renaturation. Et
comment dire, ça se basait sur le fait que la route qui emmène à la tête du diable, donc quand vous arrivez au niveau des salines, c'est soit vous arrivez à la droite vers les salines, en fait, c'est toute la région. Soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche vers la tête du diable. Cette route qu'on prend à gauche pour aller vers la tête du diable, il y a un arrêté municipal qui date de 2017 qui a permis cette route-là depuis 2017. D'accord? Donc l'arrêté municipal existe. Il a fallu que la SOPAMA, avec les mouvements militants, aille, bloque la rue, donc en faisant ce qu'on appelle la désobéissance civile, pour que toutes les institutions qui avaient décidé justement de bloquer cette route-là se saisissent du problème et finissent par effectivement mettre en application le décret. Parce que le décret il a été écrit, mais il n'a jamais été mis en application. Il a fallu que nous, citoyens, avec la SOPAMA, avec tout là, avec d'autres mouvements, interviennent pour dire non. Un, il y a le changement climatique. Deux, donc l'érosion qui est en train de se passer là, elle est aggravée par le fait que nous empruntons justement cette route-là et que nous avions à la base les impacts en fait de l'humain. Quand on emprunte cette route-là, qu'il y a toujours de l'activité économique, etc., et que du coup on continue à aller sur ces verges-là, en fait ça accélère l'érosion. Et que le premier rempart, c'est le partout, c'est la mangrove. Donc il faut penser, il faut refaire vivre justement la mangrove à ce niveau-là. Mais justement, c'est à travers des mouvements citoyens, des désobéissances civiques qui, un, a été très mal pris par la population. Pourquoi? Parce qu'on empêche ces gens d'aller à la plage. C'est la première chose. Les premières actions qu'on a eues, c'est voilà, donc on a bloqué la route là, on est dimanche, je veux aller à la plage, tout ça pourquoi je ne comprends pas de combat. Exactement. Donc, c'est les premières actions qu'on a eues. Et ensuite, en expliquant, en faisant le travail de plantation, et en expliquant dans les médias pourquoi on fait ce travail-là, là le rapport a changé et les gens commencent à comprendre qu'effectivement, en fait, finalement, c'est quelque chose de juste. C'est pas juste des militants qui sont sortis ça de leur tête, se sont dit bon allez, je vais, et puis on va aller bloquer pour le plaisir de bloquer. Il y avait des intentions derrière, ils ont compris, et à ce moment-là, effectivement, la population finit par répondre. Deuxième cas, est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé à l'ensuite? Voilà, exactement. Donc, au niveau de l'ensemble, donc, il y a une mangrove qui a été classifiée sous la dénomination D514. Donc, c'est la parcelle D514 de base. À ce moment, ça fait des années qu'ils font un travail pour expliquer que la division justement des parcelles amène finalement à prendre une partie de cette parcelle qui d'abord était la D514, à la diviser en plusieurs lots, et à un des lots qu'ils ont pris pour construire des logements touristiques, évidemment, ce n'est pas des logements sociaux. Donc, ils ont d'abord divisé, et ensuite, ils ont pris une partie justement de cette parcelle-là, ils ont déclassifié, parce que c'est justement, on ne peut pas construire sur la mangrove, ils ont déclassifié, et du coup, ils ont donné un permis de construire en 2022 pour construire sur la mangrove. Qui a donné le permis? Qui d'après vous, le maire de Tanzanie? Pas le maire, parce qu'il faut le conseil municipal, absolument. C'est pas juste le maire qui a décidé, c'est le conseil municipal qui a pris la décision de donner le permis. Bon, il donne le permis, et sauf que donc, il y a aussi la mangrove, et en fait on se rend compte que les veilleurs ont sensibiliser à ce moment en leur disant qu'il y a des constructions qui se font sur la mangrove, pas sur la parcelle où il y a le permis de construire, mais sur la mangrove, il y avait déjà des regards et aussi des tuyaux qui montraient en fait qu'ils allaient installer de l'électricité et de l'eau sur la mangrove. Les travaux étaient faits sur la mangrove. Donc, à ce moment, on lance un mouvement, on se rend sur les lieux, on fait la sensibilisation, et le maire fait un communiqué en disant ça c'est des histoires politiques. Ce ne sont pas, je n'ai donné aucun permis de construire sur ces parcelles-là, ce sont des considérations politiques, je ne répondrai pas. D'accord, donc on est allé au conseil municipal. Monsieur Arnaud René-Goual, qui est maire de Trois-Îlets depuis 1989, il commence, donc on vient avec un ensemble de militants, et on se trouve au fond de la salle, on laisse
le conseil municipal se faire, il y avait 15 points à traiter. Évidemment, l'endroit était le 15e point. On l'attend tranquillement, on le laisse. Il fait un travail où il nous explique que lui, c'est un maire qui va qui passe dans tous les chemins de sa ville, il connaît tout, il sait là où il y a des barrières en mouvement, il sait qu'est-ce qui se fait dans sa commune. On le laisse. Ensuite, il y a son directeur général qui est à côté, qui nous présente justement le bilan financier. Le bilan financier de sa ville, c'est une ville très bien tenue. D'ailleurs, on peut faire des investissements financiers parce que les banques ont confiance dans la ville de Trois-Îlets parce que, contrairement à d'autres, il n'est pas déficitaire. Il n'y a pas de souci. On continue son abus en disant que voilà, sa commune est bien gérée, donc les gens qui viennent faire de la politique ici, il faut qu'ils aillent parce qu'au Brésil, tout se passe bien. On le laisse. Et ensuite, on intervient. Et en fait, la directrice de la SPAMA intervient en disant que monsieur le maire, la première heure, ça a été de diviser la parcelle, parce que du coup, vous avez autorisé que sur une parcelle qui était sur la Mangrove, qu'une parcelle soit prise pour le lieu concurrent. Donc là, il change son rapport, il est beaucoup moins dans l'arrogance, et il commence à changer de discours, et même à bégayer, à se dire, mais enfin, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. Donc elle commence par lui dire ça. Et deuxièmement, elle lui fait se rendre compte que, monsieur le maire, vous n'avez pas rendu dans votre commune, vous connaissez tout, vous ne vous avez pas rendu compte, ils ont déjà posé les regards, ils ont déjà commencé les travaux dans votre endroit. Ah, oui, c'est surtout pour que je vérifie. On m'avait demandé à l'ENF de débroussailler, mais pas de couper les arbres. Et puis c'était des arbres malades. On lui montre les cotons, on lui montre tout, mais monsieur le maire, regardez l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a de malade là-dedans? C'est quoi les symptômes de la maladie? C'est quoi? Vous avez vu qu'ils ont coupé uniquement des arbres malades. Ils ont aussi coupé des arbres qui n'avaient rien de malade. Juste qu'ils étaient dérangeants parce que ça empêchait de faire les travaux. Donc là encore, il continue à se déconfier, en fait, on ne le reconnaît plus. Et enfin, du coup, on lui parle du fait que, monsieur le maire, il faut aussi que vous pensiez au fait que la commune de Trois-Îlets sera impactée par le changement climatique et que c'est la Mangrove qui est le premier rempart par rapport à l'élévation du niveau de la mer et du fait qu'il y a une partie de Trois-Îlets justement qui va être impactée. Et là, nous réponse. Le DGS ne parle plus, d'ailleurs. Et ça nous a permis en fait de mettre en avant le fait que les politiques ne pensent pas à une gestion écologique de leur commune. Ils pensent d'abord, et effectivement c'est le bilan de café, ils pensent d'abord au financier. Nous, on a de l'argent, c'est tout ce qu'on compte. Tout ça, il le sait parce qu'il fait partie de ceux qui ont signé justement les documents indiquant que la ville de Trois-Îlets sera en danger de par l'érosion et par l'inondation du niveau de la mer. Ça, il est au courant, mais par contre, il n'y a aucun élément dans sa politique qui parle de l'écologie. On a cherché, on n'a trouvé aucun élément sur l'écologie. Donc, j'ai pris ces deux cas pour parler justement d'une gestion qui se fait en Martinique, de personnes qui sont conscientes qu'il y a des enjeux climatiques, mais qui ne prennent pas du tout ces éléments-là dans leur politique. J'ai parlé de Satan, pareil, M. Gélieu ne nous a jamais reçus et a continué à dire que ce sont des considérations politiques et qu'il n'a pas échangé avec la SPAMA et les autres parce que lui, il fait en sorte que sa commune justement soit bien gérée et que les questions écologiques, c'est secondaire à son niveau. Donc je voulais vraiment prendre exactement. Et c'est pour ça que je voulais parler en fait du dernier aspect qui est le paradigme. C'est-à-dire que nous, en tout cas le monde là et aussi la SPAMA, on part du principe qu'il faut repartir sur un paradigme nouveau, comme je vous l'ai dit au début, c'est tout le monde c'est monde et toute vie c'est la vie. C'est-à-dire que toute vie est à respecter et que l'homme n'a pas à considérer la nature comme une ressource qu'il peut utiliser à fond. Donc, on se base du coup sur la charte du Vendée qui a été établie au XIVe siècle, où justement c'est une population qui a vécu l'esclavage et qui, une fois fait sa révolution, a inscrit dans ses principes, dans sa charte, le fait, et c'est son premier article, toute vie c'est la vie. Et tout le monde c'est une. Donc, le respect, on commence par le respect du vivant et que plus jamais on mettra en esclavage des hommes et aussi par conséquent la nature. Donc, c'est ce sur quoi on voulait insister, et l'écologie coloniale, ça appuie sur ce principe-là, pour que justement on parte de ce paradigme-là et qu'on ne parle pas du paradigme où la nature on l'utilise et qu'on en fait en fait ce qu'on veut pour répondre à des projets en fait de spéculation financière.
vous avez contacté les services de l'État pour voir par rapport au projet du maire de Croisinet, enfin, est-ce qu'ils sont au Croisinet? Évidemment qu'ils ont été contactés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Zéro réponse. Non, réponse. Zéro réponse. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'il y a des commissions qui sont faites là-dessus. La Soprano, effectivement, est dans cette commission-là. On verra ça en commission. La commission, c'est 2 réunions par an. On attend justement la prochaine commission. Et des réponses. Et d'ailleurs, par rapport à Sainte-Anne, de source interne, on sait que ils étaient contents en fait que la science soit faite parce que ça fait un moment en fait qu'ils avaient plutôt développé ce truc-là. En fait, ils n'avaient pas les moyens en fait de leur politique. Donc ils avaient ce livre-là, ils ont fait leur commission paritaire avec différents partenaires et que cette action-là leur a permis enfin de passer à l'action. Parce que ils l'ont pensé, mais jamais en fait l'application. Et ça, c'est des choses qui sont fréquentes. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre que oui, on a déjà prévu de le faire, sauf que entre quand la déclaration d'intention est faite et l'application, il y a un temps assez long qui passe et que justement ce sont des mouvements citoyens qui aujourd'hui ils vont vous mettre. Mais en métropole, il y a eu des démolitions de constructions qui ne respectaient pas la loi littorale, par exemple. Donc il faudrait voir en Martinique s'il est possible effectivement de faire appliquer une loi législative de même ordre. Ça, on est d'accord. C'est une grande bataille. Et ce sur qu'on insiste, c'est que nous avons un pouvoir et qu'il est temps justement qu'on use de ce pouvoir-là parce que nous avons déjà un génie, donc déjà on valorise notre génie, première chose. Deuxièmement, nous avons vécu des choses que d'autres pans de la population mondiale n'ont pas vécu et ce qui fait que nous pourrons penser et innover des solutions qui s'appuieront justement sur ce nouveau paradigme-là. Nous sommes justement un peuple qui peut lancer ces initiatives-là et peut justement les implémenter. Et surtout que nous, en tant que citoyens, il faut qu'on recolonise finalement notre pouvoir. Parce qu'en fait, on se rend compte en fait, qu'on abandonne de plus en plus notre pouvoir d'intervention. Et je suis là justement pour témoigner du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on avance parce que justement, il y a des militants, il y a des citoyens, même pas forcément des militants, qui se bougent et qui font bouger les lignes. Et ça, en fait, c'est notre pouvoir. Il ne faut pas oublier que c'est nous qui élisons des gens et que c'est nous aussi qui pouvons agir et les interpeller pour leur dire, par contre, on n'a pas élu pour que tu passes 5 ans sans jamais contrôler en fait ce qu'on fait de ce qu'on va. Alors, merci au frère pour la présentation. Je vais juste rajouter des choses par rapport à ce qu'il dit, à cet aspect colonial, d'apporter des solutions ici qui ne sont pas adaptées aussi avec et nous avons des spécificités climatiques, géologiques qui plutôt je vous prends un petit exemple qui est une anecdote. Donc souvent, alors je ne sais pas si vous connaissez les caractères en Bretagne, si ça vous parle, ou ça donc par exemple, souvent j'entends parler de si en fait c'est des habitats et on me parle souvent de ça comme solution écologique pour ici. Le problème c'est que nous n'avons pas de chaux, comme nous n'avons pas de carrière en fait active ici. Ce n'est pas forcément la solution la plus adaptée en termes de construction. Et en fait, il faut vraiment repenser, il ne faut pas juste, par exemple, vraiment regarder par exemple des vidéos YouTube ou des documents comme ça et se dire on va adapter ici. Il faut vraiment se dire qu'est-ce qu'on a comme ressource et comment est-ce qu'on peut l'adapter au fait que nous ayons des séismes, des ouragans, la sécheresse, des inondations, voilà. Et ne pas tout le temps se dire on prend les solutions écologiques qui viennent de France et puis on les met en Martinique. Ça va donner la... C'est ce qui s'est passé pour la bétonisation. On a bétonné ici alors qu'on n'avait pas de problème. Ça a voté pour l'Europe, mon vieux, c'est ça? Ça a voté pour l'Europe. Le truc des Croisiers, s'étonne pas que le permis sorte de Bruxelles. Parce que lui travaille sur corps. Ça perd sa de vue. Je voudrais juste ajouter une toute petite chose par rapport à tout ce que vous avez dit là.
Donc là, en France, vous n'allez pas savoir qu'il y a une énorme sécheresse. Il y a certains maires qui ont